Bonjour Romain. Bonjour. Merci de venir répondre à quelques questions et nous rappeler les grandes lignes de ton topo sur l'encéphalite de ce matin. Et alors pour commencer, la première question, est-ce que tu peux nous rappeler les critères diagnostiques de l'encéphalite ? Eh bien, bonjour, merci pour cette question. Donc effectivement, l'encéphalite, c'est un syndrome neurologique qui est caractérisé en fait par des troubles neurologiques, le plus souvent dans un contexte fébrile. Alors on a des patients qui ont des tableaux variés, mais essentiellement allant du syndrome confusionnel au coma, de la fièvre et d'autres signes qui sont relativement inconstants, comme l'existence de signes focaux déficitaires, de crises convulsives ou de syndrome méningé, qui peuvent donc suggérer le diagnostic. Dans les critères qui diagnostiquent aussi, qui sont retenus, il y a des examens complémentaires qui sont en général des examens de première ligne, qui sont des choses classiques, comme l'existence d'une réaction cellulaire à la ponction lombaire, d'anomalies en imagerie ou d'anomalies en EEG, qui sont suggestives d'une encéphalite, qui sont aussi dans des critères, qui sont des critères mineurs. Une deuxième question, est-ce que tu peux nous donner on va dire les grandes catégories de causes et peut-être les causes les plus fréquentes d'encéphalite en réanimation ? Alors, quand on parle d'encéphalite, bien évidemment, on pense aux causes infectieuses et on pense aux causes virales. Tout le monde pense à l'encéphalite herpétique, qui est vraiment la forme caractéristique d'encéphalite aiguë du sujet de l'adulte, qu'on peut prendre en charge en réanimation. Ça représente encore 20% des causes identifiées, donc c'est la cause numéro 1 en 2023, toujours dans les études les plus récentes, y compris celles faites en réanimation. Alors, il y a d'autres causes infectieuses qui sont moins fréquentes. Les herpès-virus rendent compte de 60% des étiologies identifiées, donc HSV et VZV. Donc c'est des choses qui doivent être systématiquement recherchées. On a d'autres causes sur des patients avec des terrains particuliers, immunodéprimés par exemple, ou associés à certains facteurs géographiques chez les patients qui ont voyagé. Et puis on a des causes non infectieuses qui sont à peu près 20% des causes chez l'adulte et qui aussi conduisent parfois les malades en réanimation. Et le dernier point qui est important, c'est que dans les études épidémiologiques, à peu près un tiers des patients n'ont pas de diagnostic étiologique, malgré l'existence de ce syndrome qui a conduit le patient à l'hôpital, dans de suspicion d'encéphalite aiguë. On reste sans diagnostic étiologique, donc il y a encore probablement beaucoup de choses à faire dans la démarche des investigations à faire. Merci beaucoup. Et peut-être pour finir, une question un peu plus thérapeutique. Alors bien entendu, on imagine bien que les traitements d'une encéphalite vont être très dépendants de la cause, mais peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire, dans le cadre d'une encéphalite avec un bilan étiologique négatif, quelle est la stratégie thérapeutique à mettre en place ? Alors la question de la stratégie diagnostique, elle est compliquée, puisqu'il y a des causes infectieuses qu'on peut maintenant screener ou écarter, on va dire, de manière assez rapide avec des méthodes moléculaires rapides. Et puis souvent, effectivement, en réanimation, une question qui est fréquente, c'est on a un tableau d'encéphalite aiguë de cause indéterminée après une première ligne ou une deuxième ligne d'examen complémentaire. Et donc là, les études épidémiologiques nous suggèrent que, en fait, en l'absence de facteurs favorisants, les causes auto-immunes, donc maladies neurologiques dysimmunitaires, sont finalement peut-être plus fréquentes que ce qu'on croit, et donc elles sont probablement à privilégier dans la démarche diagnostique, et c'est peut-être même un examen qu'il faut positionner, des examens qu'il faut positionner en première ligne, je ne sais pas, mais en tout cas très précocement dans la démarche, parce que, comme tu le dis, la stratégie thérapeutique va changer, c'est-à-dire que ces patients, ils n'ont pas besoin d'un traitement anti-infectieux, bien évidemment, mais une immunothérapie, sans rentrer dans les détails, qui peut être parfois combiné, qui va être discuté donc avec une discussion pluridisciplinaire qui implique neurologue, réanimateur, immunologiste, infectiologue. Voilà. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que cette discussion, elle est de plus en plus précoce chez ces patients qui n'ont pas de diagnostic évident et pas d'orientation étiologique particulière. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes ces réponses.